Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative où chaque semaine nous revenons ensemble sur un projet, un auteur. Et là, cette semaine, en compagnie de Laurent Lefebvre, nous allons revenir sur un auteur qui nous est cher, qui n'est autre que GG. Alors malheureusement, GG n'est pas disponible actuellement pour y participer, à notre plus grand regret en tout cas. C'est pour ça que s'il a l'occasion de la regarder, on essaiera de lui faire honneur. Et en tout cas, voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de parler de Maran, de Monsieur Tendre et d'un petit peu toutes les facettes de Monsieur Cousseau, Gérard Cousseau, dit GG, il y avait quoi, Féru, Polluy, plein de pseudos, hein, souvent utilisés tout au long de sa carrière. Et le pourquoi de Laurent est avec moi, c'est parce que Laurent connaît bien GG, en tout cas, ça fait des années qu'il le côtoie, et il maîtrise plutôt bien la carrière de GG, n'est-ce pas? Oui, bah oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, mon chien qui veut venir sur mes genoux, j'ai l'impression. Donc oui, Ah, je on connais bien va faire des GG. vues. Ouais. Ah oui, allez, viens, Tina, on va faire des vues. Saute. Vas-y, je t'écoute, Mickaël. Hop. Donc déjà, pour commencer, en tout cas pour l'occasion de parler de GG, en tout cas l'idée c'était d'essayer de faire un petit topo de sa longue carrière, hein, puisque aujourd'hui on a quand même une carrière qui a débuté à la fin des années 70. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues, hormis des initiés, hein, enfin très connues pour en tout cas le grand public ou les gens qui nous suivent aujourd'hui. C'est que GG notamment a été l'assistant de quelqu'un de très connu dans le milieu de la BD, qui n'est autre que Jean-Claude Fournier. Alors, est-ce qu'on a besoin de présenter Jean-Claude Fournier? Bah, c'est l'auteur breton qui a fait qu'on est quasiment jumelé avec la Belgique, nous en Bretagne. Euh, la Bretagne dans la bande dessinée est un peu identifié comme étant, c'est peut-être plus vrai maintenant, mais comme le premier bassin d'auteurs, hormis Paris évidemment pour des raisons artificielles de présence de maisons d'édition. Et tout ça tient à l'installation professionnelle de Jean-Claude Fournier à la fin des années 60, si je dis pas de bêtises, quand il a plutôt repris la série Franquin, Spirou après Franquin. Donc en s'installant ici, Saint-Quay-Portrieux, il y a toute une galerie de jeunes auteurs, dont Malo Louarn, dont on va parler plus tard à propos de Maran, qui nous réunit là aussi beaucoup aujourd'hui, euh, et Gégé. Et Gégé est devenu à un moment l'assistante Fournière. J'anticipe peut-être un petit peu là-dessus, mais euh, Pas du tout. ouais, Fournier, c'est vraiment une sorte de patriarche de la BD en Bretagne. Il y a eu des auteurs de BD avant Fournier. Le créateur de Spirou, Robert Velter, de son vrai nom, donc Rob Vel, était malouin. Il faut le savoir que donc Spirou, le papa de Spirou était malouin. Donc quelque part, les gènes de la Belgique, de la franco-belge sont vraiment liés dès le départ euh, avec la Bretagne. Et donc Fournier, ce style très franquin, ce qu'on appelle l'école Marcinelle, par opposition à l'école Tintin, qui est celle de la ligne claire d'Hergé, plus ronde, plus sympathique, plus populaire, qu'on retrouve dans le nez des Schtroumpfs, autant que dans celui de Gaston ou de Bizu, ici en l'occurrence. Eh bien, GG, qui nous intéresse ici, dessinera des épisodes en tant qu'assistant de Fournier. Voilà, des planches que j'ai pu scanner de GG. Alors, je sais plus de quand ça date exactement. Ça doit être là, milieu des années 70, je dirais. Faudrait recreuser ça. Et on les retrouve aujourd'hui dans les intégrales du Puy, du personnage de Bizu. Il y a eu d'autres, hein. Il y a eu Blesto, il y a eu d'autres, le créateur de Toupet, qui a aussi mis la main à la pâte en assistant de Fournier. Mais voilà, c'était une œuvre créée par Fournier, sans doute son personnage le plus lié à ses préoccupations de l'imaginaire breton. Fournier raconte comment sa grand-mère lui racontait des contes de Corrigan, d'Ankou, etc. Donc, et GG, dès le début, voilà, a grandi en auteur avec plus pas tellement un père, on dirait un grand frère, parce que je pense ils ont peut-être une dizaine d'années d'écart, hein, Fournier étant l'aîné. Et derrière donc ce personnage qui est Bizu, hein, souvent quand on en parle, on a tendance à croire qu'il n'y avait que Fournier dessus, mais non. Il y avait déjà GG et l'autre notamment
livre qui est publié et que les fans de Spirou connaissent bien. C'est le tome 29 des Haricots Partout, qui donc était là aussi, en tout cas, assisté par GG au dessin. Donc ça a notamment été les titres qui sont comme ça ressortis de toute cette carrière. Et pour faire simple, comme ça se passait bien, on peut le dire, chez Spirou, et ben pour le coup, GG a enchaîné avec une série qui s'appelle Gontran et les autres, qui va dessiner pendant plusieurs années. Tiens, on va retrouver une petite planche. Hop. Tiens, Laurent, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, toi, qui connais. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger dedans. Eh ben, en vrai, je la connais pas très bien parce que j'ai lu que quelques gags ici et là. Euh, pour moi, alors, il y a 3 livres de cette période-là, années 70-80, 3 grands livres. Il y a Monsieur Tendre, donc qui est déjà édité par Tes Soins chez Comics Initiative et dans lequel on va s'étendre justement plus loin, sans jeu de mots. Ouais, voilà. Et sur lequel j'ai aussi travaillé. J'expliquerai mon rôle plus tard. Donc il y a Monsieur Tendre, il y a dans l'ordre, on va prendre chronologiquement. Il y a d'abord Gontran et les autres, ce que tu montres là. Monsieur Tendre est marrant. Et chacun symbolise pour moi un âge. Gontran et les autres, c'est l'entrée dans la vie adulte. C'est les jeunes adultes, c'est les copains. Au cinéma, ce serait peut-être, vous savez, tous les films avec Michel Blanc, Daniel Auteuil. C'est un peu entre les sous-doués pour le côté passer le bac, et puis après, viens chez moi, j'habite chez une copine. Tous ces films avec Balasco, Blanc, hors la bande du Splendide. Et pour moi, c'est un peu cette période-là. C'est un peu les années Mitterrand en fait. On est début des années 80, ils sont encore barbus, le cheveu est pas encore coupé court. L'équivalent, c'est peut-être dans Spirou, c'est Germain et les autres de Fred Janin, qui était aussi un très proche de Franquin, tout du moins dans l'esprit. Et donc cette série est inédite en album. Ouais, Il n'existe. Ouais, c'est vraiment, c'est pour quelques-uns, alors qu'ils lisaient Spirou à l'époque, ça a quand même duré 3 ans, hein, je crois. Hein. Je sais plus si tu as 4 les ans. dates. 4 ans. 4 ans, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc il y a eu quand même un paquet de pages de fait. Et ça, pareil, alors tout dépendra de la suite des choses et notamment du succès de Marant actuellement en financement chez Comics Initiative. Mais pour moi, c'est le dernier côté du triangle un peu sacré, la trilogie GG années 70-80, quoi. C'est cette quitter l'enfance et ce trait rond de Spirou pour aller vers quelque chose de sympathique, mais joyeux et léger en même temps. Et Gontran et les autres, là-dessus, ouais, c'est chouette. C'est vraiment sympa comme série. Peut-être Mes meilleurs copains, ce qui va devenir quelques années après le film avec Lanvin, Bacri, Daroussin, serait une suite de cet esprit-là. Là, on est vraiment dans l'entre-deux entre l'adolescence, l'enfance de Gaston, l'adolescence de Germain et les autres de Janin, et là vraiment c'est l'entrée dans la vie adulte, et c'est aussi symptomatique d'une époque où on écoutait Renaud, où il y avait Margerin dans Métal Hurlant, et il y a vraiment quelque chose de commun. C'est un peu dans le même tiroir que je rangerais ces albums-là, quoi. Et entre-temps, enfin, c'est là où on voit que la carrière de GG elle touche un petit peu à tout parce que, comme on disait, Gontran et les autres, ça a duré donc du coup 4 ans, de 79 à 82, 4 années entières. Et l'une des choses sur lesquelles il avait commencé à travailler, en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si j'arrive à l'afficher, est encore lieu, qui est des bulles, puisqu'il fait partie des initiateurs. Là, on voit l'affiche évidemment de la dernière édition, celle qui a eu lieu fin octobre. GG, ça a toujours été en tout cas quelqu'un qui a participé activement à Quai des Bulles, et notamment, pour l'anecdote, c'est celui qui a permis à un jeune auteur qui est juste en dessous de moi dans l'écran, d'avoir une expo très jeune en fait. Oui, oui. Alors, on est en 81. Toujours Jean-Claude Fournier, le scénariste Dieter, Alain Goutal, et alors autour, très près aussi, dès la première édition, il y a GG. Et là, c'est la maison de quartier de Saint-Servant, donc un quartier de Saint-Malo. Et ça s'appelle pas encore Quai des Bulles, ça va exister pendant 4 ou 5 éditions. J'ai retrouvé dans les petits documents qu'on va pouvoir afficher une revue qui suit, voilà, hop,
je ne sais pas si on peut la voir. Attends, je vais le mettre en plein écran pour qu'on puisse la voir. Hop. Voilà. Donc voilà, on a Saint-Malo, spécial Festival BD, la 5e édition du Festival Saint-Malo, spécial Bulle sur le zinc. On a déjà les mots Saint-Malo, on a déjà Bulle, ça s'appelle pas encore Quai des Bulles, et c'est dans un magazine qui va suivre tout de suite après le journal Frilouse, où il y aura tous les dessinateurs bretons, on va aussi en parler. Un numéro hors série, spécial Festival Saint-Malo, c'est dire si dès le début, autour de Lucien Rollin aussi, j'ai oublié de mentionner notre Lulu national. On a une bande de copains qui arrivent autour de Jean-Claude Fournier, dont ils sont assez impressionnés par le parcours. Enfin, on trouve ça dingue en Bretagne, ils le raconteront tous, hein, d'avoir un gars près de chez eux, accessible, où on peut sonner à sa porte, il ouvre, on rentre dans l'atelier. Et à cette époque-là, et il y a encore les jeunes qui vont arriver juste après, derrière, d'ici 2-3 ans, c'est les Michel Plessis, les Emmanuel Lepage, qui vont aussi pousser la porte de Jean-Claude Fournier. Donc on dira jamais à quel point l'influence et l'importance de Fournier dans la création d'une émulation d'un journal de bande dessinée avec des gens qui travaillent au pays, en région, et pas seulement à Bruxelles et Paris. Et aussi, parallèlement à ça, la naissance de ce qui va devenir Quai des Bulles plus tard, parce que c'est d'abord un festival à Saint-Malo qui a 4-5 éditions et qui va être scindé en deux. La date sera gardée du printemps pour qu'il y ait un festival du livre, mais ce ne sera plus la bande dessinée. Ce sera les Étonnants Voyageurs. Voilà, on voit que c'est mis 8-9 juin, c'est-à-dire les dates qui sont aujourd'hui celles des Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. Hop, le chien va descendre. Et donc GG, il est là-dedans, il est dans cette bande dès le départ. Et quand Quai des Bulles va renaître, ou plutôt le festival de BD de Saint-Malo va renaître sous la forme qu'on lui connaît actuellement, le deuxième de France après Angoulême, donc autant dire le premier. Voilà. Voilà, Angoulême vient d'être annulé au moment où on se parle là, donc Quai des Bulles, c'était il y a 45 ans, je crois, donc on doit parler, ça doit être en 90, la relance d'un festival de bande dessinée à Saint-Malo. Donc il y a eu de 81 à 86, si je dis pas de bêtises, ou 80 à 85. Il y a eu quelques années où l'après Frilouse, ce fameux journal où tous les auteurs bande dessinée bretons se sont réunis, une sorte de Spirou, mais en région, où est né Monsieur Tendre, mais aussi Marrant, qui va nous intéresser pendant cette heure, on va être ensemble. Il y a eu quelques années, mais c'est très rapide, hein, 5 ans. Et le retour de Quai des Bulles, qui aujourd'hui, donc ouais, 45e édition, festival avec, je crois qu'on a passé la barre des 900 autrices et auteurs présents cette année. Donc, tout ça, ça part d'une bande de copains réunis autour de Jean-Claude Fournier, et parmi les chevilles ouvrières les plus présentes, mais aussi des plus discrètes, ce qui caractérise aussi GG, et aussi le but de cette émission et de ce travail éditorial, c'est de remettre un petit peu la mairie au milieu du village et de rappeler combien GG, vous allez le voir pendant une heure, n'a jamais cessé de produire, d'inspirer, de donner leur chance à des jeunes et de changer de style, d'univers sur tout type de support, albums et journaux. Tiens, puis hop, tant qu'on passe sur Frilouse, on peut du coup faire un gros focus dessus, parce que Frilouse, c'est quand même une revue qui est née vraiment au début des années 80, en 82, qui aura duré 8 numéros, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien que j'ai les 8 d'ailleurs, hein. J'ai un peu tout ça, ouais. Attends, de toute façon, je vais montrer les visuels. Tu vas tous les montrer, ouais. Ouais, j'ai réussi à les trouver. Et ça a quand même cette particularité déjà d'avoir, on va dire, un casting d'auteurs y participants qui était quand même extrêmement intéressant, hein, on peut le dire, en tout cas des noms qui résonnaient déjà à l'époque. On voyait déjà sur la couverture du 2 Monsieur Tendre. Oui, oui, là c'est son comparse et ami Jean-Loïc Bellhomme, un dessinateur assez génial qui dessinait à l'époque autant pour lui que en Bretagne. C'est vraiment un truc très local, mais il y avait les bouteilles de lait Bridel en plastique transparent, on voyait le lait à l'intérieur, et pendant des années, moi j'ai grandi avec un petit personnage dessiné par le monsieur dont on voit le dessin ici en gros plan, Bellhomme, et ce petit personnage s'appelait Bob.
Et moi, je découpais les capsules de lait, dont je remplissais des enveloppes. C'était des drôles de capsules en aluminium, et j'en envoyais par paquet de 50 ou 100. J'étais un énorme buveur de lait toute ma vie. Et donc, je recevais à la maison toutes sortes de produits dérivés estampillés de ce dessin-là, Bob, dessiné par Bellum. Donc, pour moi, c'est vraiment une espèce de Madeleine de Proust. Euh, j'ai bu mon lait toute mon enfance et peut-être une partie de mon adolescence avec ces fameux bols avant de les casser un par un, sans doute en faisant maladroitement la vaisselle, à moins que c'était pas si maladroitement que ça pour qu'on cesse de me confier le torchon à essuyer, qui saura. Et ouais, voilà. Et avec GG, Bellum aura fait plein de choses, des milliers de pages de scénarios pour le journal de Mickey. Mais c'est avant tout des copains qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de se voir. Ouais. On va en parler pour le coup, parce que c'est vrai que, tiens, tu vois, je vais vite fait montrer les dernières couvertures de Frilouz, parce que c'est pas forcément une revue que... Celle-là est signée du regretté Lidwin, celle que tu venais de montrer, qui est décédé cette année, qui avait fait le dernier Ludose chez Delcourt, qui a une BD qui a été très attendue et qui est le premier repreneur après Loisel de La Quête de l'Oiseau du Temps, l'album L'Ami Javin, ou Javin, je sais pas comment on prononce. Et donc Ouais. Lidwin, qui a aussi plein de pseudos, c'est vraiment quelque chose de l'époque en fait. Ils avaient tellement peu de sens marketing ou de frime ou de que ils n'hésitaient pas à changer de nom à tout bout de champ, parce que pour eux la BD c'était vraiment un rapport d'amitié. C'est en ça que je trouve que la BD en Bretagne à cette époque-là avait quelque chose de l'attitude des joueurs de musique folk, c'est-à-dire on fait les choses au pays folk, dans ce sens-là. Comme Bob Dylan parlait de la vie réelle, GG, quand il a commencé à faire de la BD, avait moins l'ambition de reprendre un personnage qui vendait type Spirou ou Tintin, etc., que de parler de la vie réelle. Quand on voit Gontran et nous, c'est moins des héros de BD que quelque part, un peu comme Gaston. On oublie que c'est pas des gens qui vivent des aventures extraordinaires, qui voyagent d'un pays à l'autre ou qui pilotent des avions ou des navires de pirates. C'est des gens qui vont au bureau, comme Gaston, qui font du stop, qui vont à des festivals de musique, comme Gontran et nous. Et il y a vraiment ce truc-là dans l'époque qui fait que les auteurs eux-mêmes, leur moteur, on sent que c'est à la fois, évidemment, vivre de leur métier, mais faire des choses ensemble, le sens du collectif. C'est pour ça que je parlais du Splendide, où on se réchauffe ensemble, on monte un théâtre et on écrit des choses entre copains. Ce qui ne veut pas dire qu'on le fait avec le plus grand sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Tac, allez, tant qu'on y est, il nous en reste Ça doit quelques-unes. être du Charlie Boisbien, si je dis pas Charlie tout court, Charly, pareil, un auteur qui est décédé maintenant il y a une bonne trentaine d'années, beaucoup trop jeune. J'arrive pas à lire d'ici, je crois que c'est le seul numéro que j'ai pas dans ma collecte, le 5. Et celui-là que je vais montrer, évidemment. Et toujours à gauche, c'est GG qui dessine le logo Frilouz et qui anime ce petit personnage à gauche. Frilouz en breton, Fri c'est le nez et Louz c'est sale. Donc littéralement c'est le morveux. Il a toujours une petite goutte au nez, ce personnage-là, dont le bonnet et l'écharpe au vent forment la lettre F de Frilouz. Et c'est toujours GG qui, en effet, signera tour à tour GG, GC, comme Gérard Cousseau, Cousseau, Pauluis. C'est-à-dire qu'il faisait tellement de pages à lui tout seul qu'il disait oh, ça va être gênant, les gens vont penser que je veux m'accaparer le truc. Donc, il préférait signer quasiment anonymement. Il y a que ses copains qui savaient que c'est lui qui faisait quasiment tout. Ici, la couve de Maran, évidemment, c'est GG. D'ailleurs, c'est peut-être, il faudra qu'on en reparle, il faudra peut-être essayer de voir si on peut retrouver l'original pour l'intégrer, le visuel Ouais, dans je la l'ai pas celle-là. En effet, c'est un des rares originaux. Sinon, on repartira de la couve, ouais, qu'on scannera proprement. Hop, et ça, on va en parler de cette petite, voilà, donc spécial héros, comme on voit ici. On a une couve pas moins que François Bourgeon lui-même, La Quête de l'Oiseau, pardon, excusez-moi, Les Passagers du Vent, Les Compagnons du Crépuscule, Le Cycle de Siane. Donc vraiment un des grands auteurs. Faut savoir, je ne sais pas si on se rappelle aujourd'hui à quel point François Bourgeon a été
et pour moi est toujours un des auteurs les plus importants qui soit en France, quoi. Et là, le voir s'amuser à jouer avec cette image de chasseurs qui piétinent des chaumières bretonnes avec attachés toutes sortes d'animaux. Voilà, les héros là, c'est plutôt des anti-héros sous le pinceau caricatural et cruel de Bourgeon. Donc c'est dire si vraiment on a des gens qui se réunissaient tous. On voit Cortegiani, Bellhomme, Gégé, Lidwin, Plessis qui est venu faire ses premières bandes dessinées. Plessis, c'est Le vent dans les saules, c'est comment Julien Boisvert, beaucoup de choses, vraiment un des grands auteurs aussi qui est dans les auteurs phares des éditions Delcourt. Et pour le coup, Frilouz, ça va nous emmener jusqu'à la fin 83, hein, avec ces 8 numéros-là. Et derrière, on va faire un petit focus, tiens, petit truc chronologique, puisque comme on l'a montré tout à l'heure, hop, tiens, le titre était apparu dans Frilouz, hop, c'est Monsieur Tendre. Hop, parler un petit peu plus de Monsieur Tendre aujourd'hui, puisque Monsieur Tendre, c'est un livre qu'on a eu le plaisir de publier il y a maintenant 3 années, hein, à peu près. Hop, on montre en même temps. Yeah, le voici. Alors moi, je monte le toilet du coup. Hop, magie de la réactivité. On est synchro. Synchro sans le vouloir. Incroyable. Ouais, là, donc j'avais pas mal bossé dessus et ça implique notamment, ça peut aussi expliquer un petit peu pourquoi Laurent est là. C'est-à-dire que il y a quelques années, au tout début d'ailleurs, je crois, de Comics Initiative, Laurent m'avait dit: est-ce que tu connais Monsieur Tendre, GG, le bouquin génial, faut que tu le lises. Et, il est génial même. Il est génial. On aura mis le temps, entre guillemets, de pouvoir se lancer dans l'aventure de refaire cet album, qui était à l'origine, je ne me rappelle plus, il avait été publié dans une maison d'édition qu'on n'est pas vraiment une, hein, c'est ça? Eh ben oui, là tu me poses une colle. Attends, je vais pouvoir te dire. En fait, c'est un de ses potes. En fait, il a montré Monsieur Tendre à pas mal d'éditeurs, dont les commerciaux disaient la tendresse, c'est pas à la mode. Donc ils n'ont pas publié ça en se disant ça marchera jamais, c'est pas à la mode. Et GG m'a dit la même chose il y a quelques années quand je lui disais j'aimerais bien qu'on réédite Monsieur Tendre. C'était aux éditions Pluriel, les éditions. Alors j'ai pas la première version sous la main. Là j'ai cherché vite fait juste avant ce live, mais j'ai pas remis la main dessus. Je l'ai peut-être offert du coup. Et en fait les éditions Pluriel éditaient de la musique. Donc principalement, c'était de la musique folk. Et à l'époque de Monsieur Tendre, il y a même un auteur de chansons qui a fait une chanson. Il y a eu une pochette de disque dessinée par GG. On la voit à l'intérieur du bouquin. Ah oui, voilà. Moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu, la maquette, vous savez, à des films des années 70 du genre Emmanuel. Ça fait un petit peu film interdit au moins de 16 ans sous Giscard, quoi. Quand on voit cette maquette... le bandeau noir autour, l'écriture rose arrondie, enfin ça fait, voilà, c'est un autre imaginaire, on dira. Et voilà, j'ai même ici la chanson de voilà le disque de Monsieur Tendre. Attends, je vais peut-être le mettre en fond. Par GG. Donc vraiment, c'est tout un univers de copains où ils s'amusent et ils attendent pas qu'on leur donne l'autorisation en fait. C'est-à-dire que ils ont envie de faire quelque chose, ils trouvent un moyen de le faire. Et les commerciaux, ils disaient ça, que ce sera pas à la mode. Il a fallu qu'un copain à lui qui est donc s'occupait d'une production de disques, toujours ce fameux mouvement folk. Hein, il y avait le journal Rock and Folk. On trouve ça aussi chez Gottlieb. Gottlieb, quand vous lisez Hamster Jovial, on voit à quel point la musique en région, il parle de la musique celtique, d'Alan Stivell, de la Bombarde. À la fin de tous ces magazines là, on en montrera tout du long, il y a Bulle sur le zinc, Tabouliner où participe GG et aussi Bellhomme. On donne les dates des fest-noz, c'est-à-dire des fêtes où les gens dansent en se triturant le petit doigt sur de la musique bretonne. Et ces mouvements-là ont toujours été parallèles. Faire au pays, entre copains, faire vivre des traditions, mais en même temps en étant dans la modernité. Et donc, Monsieur Tendre a été édité par ce copain-là, mais dans un réseau un peu parallèle à celui de la BD en termes de distribution, parce que le réseau d'un producteur de disques, c'est les magasins de musique. Donc quand j'ai réédité Monsieur Tendre,
enfin qu'on a proposé à GG de le rééditer, il m'a dit mais t'es sûr, c'est plus à la mode ça la tendresse. Et moi je lui dis, je fais la réponse qu'on aurait pu donner à l'époque aux commerciaux, c'est de se dire que la tendresse ne pourra jamais être démodée parce qu'elle n'a jamais été à la mode. L'époque était à Conan, à Schwarzenegger, au Monsieur Muscle, et là j'anticipe déjà le dossier marrant en disant ça, mais Monsieur Tendre est la réponse la plus littérale et sincère de GG à une époque où effectivement la mode était aux muscles, à la force, à Rambo, à Stallone, euh, et comme en Belgique il y avait Jojo du regretté Gertz, qui mettait en avant la tendresse, ou les dessins de Sampé, avec cette tendresse dans le petit Nicolas, ou même au cinéma, le complexe du kangourou, les films avec Roland Giraud, Francis Perrin, on a toujours eu, Pierre Richard aussi, on a toujours eu un peu cette réponse un peu plus européenne au tout testostérone des Américains, et c'est un fan de super-héros et de Frank Miller qui vous le dit. Donc pour le coup, regardez ce noir et blanc là qui est magnifiquement travaillé, c'est qui est la comme première page. c'est la première page que GG a montré à Franquin, qui lui a dit, vous tenez quelque chose là, il faut faire quelque chose avant ça. Le Franquin d'avant les idées noires, hein. Ouais. Évidemment, parce que je suis pas en train d'insinuer que Franquin se serait inspiré de GG pour faire les idées noires. Je dis juste que GG ne s'est pas inspiré des idées noires pour faire son Monsieur Tendre, parce que c'est vraiment une sorte d'aboutissement un peu mélancolique. Il y a de la mélancolie là-dedans. Il y a une espèce de petite joie triste d'un petit personnage. C'est une sorte de Chaplin avec sa petite moustache là, qui trimballe de la poésie, qui naît elle-même de la solitude d'un personnage. Ici, on le voit avec une prostituée qui essaie de l'enjoler, et qui finalement comprend pas du tout ce qu'elle lui demande, et finit par lui laisser une liasse d'argent pour acheter un petit sac à main qu'elle faisait tourner, alors que c'est pas du tout ça qu'elle lui proposait. Donc c'est vraiment tout est dans le titre. C'est Monsieur Tendre. Monsieur Tendre, c'est aussi GG, parce qu'il partage non pas le gros nez, mais parce que voilà, mais il a une grande taille, mais il a aussi cette petite moustache qui alternait avec une barbe à certaines époques de sa vie. Mais voilà, GG, c'est aussi le grand moustachu, quoi. Et puis c'est un album sur lequel on aura pris le temps aussi de travailler, hein. C'est vrai qu'on voulait que l'édition soit belle. Donc ça a été l'occasion de repenser le visuel, hein, de couverture, parce que mine de rien, hop, je le remonte en plein écran, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu on a eu l'envie de vraiment s'extraire du côté cadre, etc., qui avait lieu sur la première édition, et qui en faisait une lecture différente, comme tu disais, en termes d'ambiance. Et puis, Oui, oui, et puis contrebalancer les couleurs froides de ce petit bonhomme qui est impressionné par un couple qui s'embrasse devant lui. La tendresse lui fait peur, l'amour lui fait peur, l'acte physique lui fait peur. Donc c'est l'histoire d'un puceau solitaire, Monsieur Tendre, et ça y de est, retravailler à partir de l'original. On voit ici les couleurs, les violets qui sont écrasés. On a un mélange alors là, c'est un peu le côté technique, mais il y a trop de vert dans les magentas, il y a trop de rouge dans les cyans, il y a trop de donc bref, il y a une balance des couleurs, mais c'est d'époque aussi. Les logos en bas, partout. Bon, voilà, on est reparti de l'original dont il manquait des bouts de chaque côté, qui permettait de retrouver cette tendresse. Et là, moi, que j'ai contrebalancé avec, c'est une idée dont je me suis un peu inspiré, j'avoue, pour la collection Dupuis. C'est comme une espèce de lettre flottante dont l'ombre portée va des unes sur les autres, un peu comme des post-it. C'est comme si on avait mis des petits post-it comme ça fragiles qui peuvent bouger avec le vent et les feuilles d'un arbre. On voit un arbre à l'arrière en hiver. Donc voilà, ramener ce côté un peu rond, un peu jojo, à une image qui elle-même dans la première version était presque anxiogène, quoi. Euh, ce qui et n'est pas c'est un du peu tout le cas tout. de l'idée. Ah bah non, complètement, ouais. Et c'est la même chose avec Marron, c'est de retravailler, penser en graphiste, ce dos toilé jaune. Alors quand on dit le dos en bande dessinée, on le rappelle, on rappellera toujours que ça c'est une couverture, que ça c'est la quatrième de couverture, et que ça c'est bien le dos, la partie visible. Donc quand je La parle du tranche dos, voilà, c'est ça. La est tranchée. tranche, voilà, comme son nom l'indique, la tranche, c'est ça. C'est la partie où les feuilles sont tranchées. Et ça, c'est bien le dos. Voilà, vous avez tout l'aspect technique. Allez, je vous en donne un dernier, la gouttière. Ici, là.
cette partie dans laquelle si on mettait de l'eau, ben voilà, ça coulerait ici à l'intérieur. Et donc d'avoir un dos toilé qui donne ce côté un peu vintage à l'ancienne, comme les anciens albums du Lombard ou les premiers albums de Edward P. Jacobs ou les anciens Tintin, si vous voulez. C'est tout un petit tissu, voilà. Et le marquage. Ce qui était intéressant aussi, ça a été de convier notamment en préface Jean-Claude Fournier, forcément. Ça a été plutôt cool. Donc, et puis là où Laurent à l'origine, il faut bien expliquer que l'album n'existait pas en termes de fichiers, de choses comme ça pour le travailler. Donc il a fallu se rebaser sur les originaux qui ont été entièrement rescannés, nettoyés. Et puis ça a pu permettre aussi d'avoir des petites trouvailles, de replacer également des petits éléments, hop, comme celui-ci, en termes d'introduction, pour replacer contextuellement l'album, le moment où ça arrivait. Ce que tu montres, c'est le bureau des éditions plurielles. Donc, on voit le joyeux bazar où on voit Victor Vivier, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était quelqu'un de connu, qui passait à la télé et à qui GG a consacré un album de BD aussi, que je voyais, moi, enfant, dans des grandes librairies de Rennes. Et on voit même GG dans un coin, dans cette grande fresque en train de dessiner. On voit des filles à poil. C'est la fête, il y a des musiciens, c'est le bordel, il y a de l'alcool partout. Donc, il y a un petit côté... très symptomatique d'une époque, on va dire, quoi. Et puis moi, ce que je trouve en tout cas intéressant, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver, ouais, c'est là, c'est qu'on a effectivement rajouté pas mal de making-of là-dessus, avec que ce soit des crayonnés, et pas que, c'est-à-dire que GG, quelques années plus tard, allait reprendre son personnage de Monsieur Tendre qui était apparu au départ en 79. À l'origine, il a inventé ce personnage-là en 79 avant de l'intégrer dans Frilouse et puis de le publier donc en album aux éditions plurielles, puis donc dans notre version en 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il était revenu notamment sur Monsieur Tendre à une occasion un peu particulière qui avait donné lieu d'ailleurs à une mise en avant à Quai des Bulles lors d'une expo avec des panneaux nous expliquant ce qu'était cette période un peu particulière qui était le Covid, avec cette période où on portait des masques. C'est d'ailleurs la seule version avec des petites nuances de couleurs, des petits tons aquarellés au niveau des masques pour GG. Donc là, voilà, on vous montre l'image d'une de ces planches que l'on a intégrées dans notre version. Oui, 2 pages inédites, donc qui n'étaient pas dans la première version de 85, je crois, ou 84, je ne sais plus, la première édition de Monsieur Tendre. Et pour cause, ouais, en effet. Ouais. Et donc, Monsieur Tendre nous aura forcément, j'ai envie de dire, marqué, mais en tout cas, il y a eu une période sur laquelle GG a été extrêmement connu sans forcément voir son nom à l'affiche. C'est à l'occasion de ce qu'on a appelé les bébés Disney. Hop, les bébés Disney, je trouve un petit visuel. Hop là, avec notamment pas mal d'apparitions. Donc là-dessus, de mémoire, il bosse avec Bellum, non? Si je dis pas de bêtises. Alors là-dessus, GG est scénariste, c'est important de le dire. Donc alors je crois que c'est à plusieurs têtes. Vous savez, par contrat, on écrit toujours Walt Disney. Donc on a l'impression qu'il a dessiné 14 millions de pages. Évidemment, il y a eu beaucoup d'Italiens, Cavazzano en tête, etc. Pour la France. Pour la France, des milliers de pages. Oui, on voit tout en bas à droite, sous le petit patibulaire, on voit écrit Walt Disney. Donc moi, j'ai toujours lu des BD avec des styles très différents. C'était toujours écrit Walt Disney. GG et Bellum et François Cortegiani ont été scénaristes pour Claude Marin, un très grand monsieur de la BD qui a fait aussi des milliers de couvertures pour du millier. Non, j'exagère. Enfin bref, il a fait des tonnes de couvertures. Pour le journal de Mickey, et je me rappelle ceux au moment où il y avait Bernard et Bianca au cinéma. Voilà, ça c'est un original de Claude Marin et on voit à quel point je mets mes doigts à côté pour voir. Ça date des années 50, ça, 50 ou 60, et on voit à quel point le lettrage, tout est fait à la main. C'est d'une propreté ahurissante dont on peut pas forcément bien se rendre compte ici. Je sais pas quelle est la possibilité de netteté de ma caméra. Bon, bref, ça vous donne une petite idée. Et c'est ce monsieur-là, Claude Marin, qui a dessiné les bébés Disney qu'on a connus en France dans les années 80, avec donc des versions enfantines de Mickey, Dingo, Daisy et toute la bande, et le petit patibulaire qui existait aux États-Unis. C'est pas une création française, les bébés Disney, mais ceux qu'on a lus en France, c'est ceux-là. Et le principal scénariste de ce type d'histoire-là, il y a eu d'autres séries, c'est GG. Donc
tout cas, c'est une série qui va durer quand même assez longtemps, en tout cas du côté de GG. Avant d'arriver, hop, là, je vais me permettre de remettre un petit focus sur la période que l'on... Hop, attendez, tant qu'on fasse l'alliance. Voilà. L'alternance, bah, c'est marrant. Ah ouais, comme on l'a montré tout à l'heure, marrant, en fait. Alors c'est marrant, c'est ça. Quand on dit c'est marrant, c'est souvent C'est dans les marrant. discussions, on dit avec Elliot, avec GG, on dit c'est marrant, c'est marrant. Tiens, je trouve ça marrant. Et le mot marrant revient tout le temps alors qu'on parle de marrant, donc c'est presque effectivement. Tu l'as ici en couverture d'un des numéros spécial culture de Frilouz. Je lui ai demandé, en fait, je l'ai appelé hier, je l'ai eu longuement GG au téléphone. Je lui ai demandé, mais d'où est venue l'idée? Parce que GG a travaillé avec un scénariste, plutôt co-scénariste, qui s'appelle Malo Louarn. Malo, qui lui aussi qui nous a quitté novembre 2023. Ouais. Est aussi une figure de la bande dessinée en Bretagne. C'est aussi un des protégés entre guillemets de Fournier, avec qui il a commencé dans le journal Tintin, aussi dans Spirou. Et donc Malo Louarn et GG se sont connus déjà au bistrot, parce que le bistrot, c'est vraiment un lieu où souvent, beaucoup plus que maintenant, ça existe encore à Rennes. On a un rendez-vous hebdomadaire le jeudi matin avec quelques auteurs. Euh, et c'est un endroit où on peut se voir, on discute, on boit des cafés plutôt, et puis on papote, et des fois, il y a des idées. Et à l'époque, Claude Marin avait demandé à Gégé de lui trouver peut-être une proposition d'histoire qui se passerait dans le passé. Et ils réfléchissaient ensemble à quelle époque n'était pas trop utilisée. Il y a eu beaucoup sur le Moyen-Âge, les Gaulois, n'en parlons pas. Et est arrivée l'idée de préhistoire. Il y avait une autre série à l'époque dont me parlait GG, on n'a pas pu ensemble retrouver laquelle était-ce. Aux États-Unis, on peut parler des pierres à feu, les Flintstones, où il y avait aussi une famille un peu un peu les Simpsons, quoi, dont Fred Pierre à feu ressemble un ancêtre avec ce tour de barbe, un peu comme moi, la pas rasé comme Homer. Il y a bien avant Silex and the City ou le film d'Alain Chabat, mais il y a eu beaucoup de parodies du monde contemporain basées dans la préhistoire. Et en discutant, ils ont trouvé en fait cette idée et tout ce que ça pouvait amener de rapports de domination, de groupes humains. Il y avait l'idée que la nature était plus simple à dessiner que des gratte-ciel, des fenêtres, des rues. Donc plutôt de travailler très librement avec des jungles, avec des univers de rochers, de steppes, et puis des personnages avec un os dans le nez, tout musclé, tout ridicule ou ventru comme dans Astérix. Et à l'époque, cartonnait dans le journal Pif, Raon, le fils des âges farouches, et qui était une sorte de version française de la préhistoire avec un personnage un peu à la Tarzan, de personnages blonds au milieu de personnages au look plus simiesque. Ils avaient des têtes de singe, quoi. Il y avait Maitor aussi, dont est en train de nous parler Tony Emerio, là, qui nous envoie le. Maitor était une série de dessins animés américaine où moi aussi, en effet, j'ai grandi avec cette espèce de super-héros Batman, mais autant une sorte de Batman avec les cornes de Goldorak, mais pendant la période préhistorique. Des trucs invraisemblables où les hommes côtoyaient les dinosaures. Et arrive à ce moment-là l'idée de Maran. Je ne sais plus pourquoi Claude Maran ne l'a pas dessiné, mais Malo Louarn et GG ont développé l'idée ensemble, chacun alimentant en idée et en histoire. Et c'est... Ah voilà, Maitor, bien vu, bien joué. Et j'en ai encore des livres, moi, dessinés par Pat Boyette, un type assez inconnu chez nous, mais dans la lignée d'un Alex Stott, dessinateur remarquable, Pat Boyette. Et comment dire, ben voilà, Maran sera développé dans le journal Frilouz, non pas en un seul grand récit, parce que ça oblige à faire tout de suite un album, mais dans des petits épisodes comme Raon, pardon, ça y est, je savais que j'allais faire le lapsus, comme Raon. C'est des petits récits de 5, 6, 8 pages qui peuvent apparaître ponctuellement, soit dans un hebdomadaire comme le journal Pif pour Raon, soit dans un journal à l'apparition un peu plus aléatoire, on va dire trimestrielle, comme Frilouz, et qui pourrait faire plus tard l'objet d'une compilation en album. Et pour le coup, il y a eu une compilation en album qui se fera donc en 87 chez Vent d'Ouest. Voilà, je vais vous montrer la couverture.
si elle arrive à se télécharger et qu'elle n'est pas trop vilaine. Hop, j'ai vu que tu l'as montré déjà, c'est bien. On va essayer de la mettre en gros plan. Si elle est trop vilaine, on restera sur le téléchargement. Elle est très vilaine. On va donc Super. Alors comme ça, voilà, bah, moi je montre aussi l'arrière. Désolé, la lumière est voilà. Ça, j'essaie de trouver quelque chose de peu près potable. Donc voilà marrant, et à l'arrière, sur ce dessin qui renvoie évidemment au quatrième de couve de Lucky Luke, est écrit l'homme qui gonfle son biceps droit plus vite que son ombre. C'est une sorte de, pour moi, je le vois comme une sorte de Bryce de Nice, dont il a une sorte de collier de surfeur autour du cou avec une arête de poisson. Il y a ce côté toujours on est toujours dans cette décennie de musculeux des années 80, sauf que là, on est dans une pose aussi à la Conan. Là, ça renvoie à la composition pyramidale du Conan de Frazetta, qui fait aussi l'affiche du film avec Schwarzenegger. Et effectivement, il y a des filles dénudées, un peu objectivisées, etc. Mais ici, il y a un recul, il y a un second degré, il y a une distance avec ces codes-là. Donc, quelque part, sans se prendre trop au sérieux, mais GG rigole de cette époque. Ah, là, ce qu'on voit, là, ce que tu montres, c'est donc la couverture de la campagne de financement en cours qui est quasiment arrivée à 100%. Ce serait d'ailleurs rigolo si quelques personnes nous faisaient avancer assez pour qu'on puisse dire en direct live qu'on passe les 100%. Je crois que c'est arrivé une fois avec Fred Paronuzzi, hein, Ouais, on avait passé, ouais, on avait passé les 100% en direct dans une émission. C'était drôle. Je crois qu'on est à, j'arrive pas à lire d'ici. On est à combien, Mickaël? 93. On est à 93%, ouais. Ok. Et ben là, on voit déjà le boulot, c'est-à-dire que là aussi, j'ai rescanné d'après l'original, la peinture originale, pour retravailler les couleurs de la couve. On a enlevé le attention marrant, qui pour moi était un petit peu en trop. Alors tout se fait conjointement avec GG, hein. On discute évidemment de chaque. Rien n'est fait sans sa validation et son accord. Mais voilà, on est dans cette. Ah oui, il y a aussi un dos toilé, le voilà. Donc on voit aussi proposition d'un effet de marquage toilé, etc. Donc tout le savoir-faire de la CEPEC en France, comme tous les livres comics initiatives. Et on voit voilà des détournements. Ce qui est génial avec GG, c'est qu'il a tout gardé. Donc on a toutes les planches, tous les originaux, et le savoir-faire et les moyens techniques de 2025 sont évidemment pas ceux qu'il y avait de la toute jeune maison d'édition Vent d'Ouest où il y avait, voilà, on est on est en quelle année? 86, 87? 87, ouais. 87, ok. Bah moi j'ai 10 ans hein, quand ça s'apparaît. On a même les pages de garde. On va repartir des mêmes pages de garde, mais là elles seront dans un camailleux de bleu. Enfin vraiment tout a été repensé. C'est ça qui est intéressant. Moi on me dit souvent que je passe plus de temps à restaurer des pages Foxboy qu'à en faire des nouvelles. C'est pas complètement faux. Mais parce que j'adore ça. Ce côté, un peu ce que fait Benjamin Biolay quand il va reprendre un morceau brut de musique et faire des arrangements, essayer de penser à la fois graphiste, arrangeur, avec les moyens techniques qui sont ceux d'aujourd'hui. C'est quand même génial de pouvoir partir d'une matière première comme des planches de GG pour pouvoir les booster et pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas à l'époque, malgré tout le charme des éditions vintage, hein. Moi, j'ai même encore le prix en francs. Regardez ces prix comme on avait à l'époque quand on allait à Carouf, faire les courses le samedi. Donc moi, je garde ça, je trouve ça rigolo. Alors, je vais vous donner le prix. C'était 46 francs 55 au prix Forum du Livre, prix éditeur, 49 francs. Merci la loi Langue. Ça marchait déjà à l'époque. Tech. Donc voilà, en gros, la campagne. Donc la campagne, donc tiens, hop, on va pas oublier de mettre le lien dans les commentaires parce qu'à chaque fois on me le demande et que j'oublie. N'hésitez pas à commenter, hein. Moi j'ai pas accès, je sais pas s'il y a des commentaires ou des gens qui ont lu à l'époque ou qui. Parce que GG, on l'a un peu vu, il est venu avec nous à Château-Gontier, où il a fait 2 ou 3 Quai des Bulles. On espère qu'il sera avec nous à Quai des Bulles en 2026. Il sera tout fier. En tout cas, il suit la campagne, il suit ça, même s'il n'est pas très actif sur les réseaux. C'est un monsieur qui est né en 53 et puis qui est occupé à d'autres choses actuellement, mais il suit ça de près et donc je l'ai appelé hier pour préparer aussi, pour pas trop dire de bêtises hein, déjà, et donc il m'a confié quelques souvenirs qu'il avait de la conception de Maran, et il est aussi très heureux que ce soit l'occasion de reparler de Mal au Louarn, parce que jusque-là, on a peu parlé de Mal au Louarn.
Voilà. Tiens, juste avant, un petit lien, parce que c'est rapide à évacuer, entre guillemets, et c'est surtout assez rigolo de le montrer, mais on disait que Gégé avait fait des planches pour le Covid, mais toi aussi, tu en avais fait à l'époque, et Oui. notamment, tu avais fait cette parodie de Rahan version Marrant, une sorte de mix entre finalement l'œuvre originale de Cher et celle de Gégé, peut-être. Donc Oui, oui, voilà. oui. Bah, de toute façon, dans les jeux de mots, on voit déjà que je me suis mis en mood humour années 80. Le journal des déconfits né, c'est un peu typiquement les jeux de mots qu'on voit en entrée d'épisodes de Marrant. Chacun est un jeu de mots. Genre, il ne faut pas confondre ci ou ça. C'est aussi ce que faisait Franquin dans Les Idées Noires. Il y avait des jeux de mots assez, et plus c'est capillotracté, plus c'est assumé. Donc voilà, le fils de Krao avec le professeur Raoult, donc ça donne le fils de Kraoult. Et évidemment, si les salons de coiffure allaient rouvrir, je me disais qu'un gars comme Rahan, avec sa coiffure à la Christelle Carrington, les vrais sauront, ceux qui regardaient Dynasty, voilà, Linda Evans avait cette coupe de cheveux spectaculaire. Et Je peux peut-être trouver la photo si tu as besoin. oh non, on va pas s'étendre plus que ça. Mais je l'ai maquetté comme le Raon Magazine avec les mêmes codes typographiques. Je l'ai à portée de main, mais je vais pas y aller parce que sinon je vais tirer sur le cordon. Mais j'avais des magazines Raon comme ça qu'on trouve encore de temps en temps dans les vides-greniers. Et j'en faisais peut-être pas une par jour, mais à un moment, si je faisais un dessin comme ça par jour pendant le confinement pour poster. Et à un moment, évidemment, j'ai pensé à Marrant pour le jeu de mots tellement génial. C'est un peu comme Connard le Barban à la même époque, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu la contrepétrie en tête, c'est adopté d'emblée, quoi. Donc Raon, Marrant, voilà, quoi. Et c'était un dessin qu'on retrouve dans Super Peinard notamment. Et donc là, pour en revenir sur Malo, parce que pour le coup, Malo nous a quittés maintenant il y a 2 ans, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, novembre 2023. Donc c'est voilà. Donc Malo Loire, qui est un auteur que là aussi, pour le coup, toi, tu as pu connaître. Notamment, il a quelques albums qui ont été extrêmement marquants. Bah tiens, je vois que tu l'avais griffonné effectivement au fond. Bah, il y a Le Candidat. Je l'ai avec une petite dédicace dedans. Pour le... Ah non, il n'est pas dédicacé celui-là. Ah si, à l'arrière. Ouais, des fois c'est devant, derrière, voilà. Bouquin génial. Le candidat là, je peux en parler une petite minute? Bah évidemment. Hop, voilà la réédition. Il y a beaucoup de choses qui ont été rééditées et disponibles de Malo Loire, nos éditions Petit Louis. Donc vous pouvez jeter un œil sur Internet. J'ai longtemps travaillé et été édité chez les éditions Petit Louis qui sont basées à Rennes. Et bref, j'ai eu l'occasion de scanner toutes les planches, de les nettoyer parce que Malo Loire n'avait tout grisé pour les éditer lui-même et de les mettre en couleur, mais j'ai fait ça à la souris d'ordinateur, c'est-à-dire que j'avais pas de tablette graphique et ceux qui pratiquent un petit peu pourront, ça va peut-être leur dire enfin bref, c'est un boulot de taré d'essayer de retrouver alors aussi les codes couleurs de Franquin. Des gens énervés sont rouges, les bulles quand ils crient prennent de la couleur, il y a beaucoup d'aplats, mais il y a des nuances de légers dégradés quand ça s'impose de temps en temps pour respecter la narration. Voilà, ça c'est Ninoc, un personnage qu'on retrouve dans les BD assez sexy et plantureuse de Malo Loire. Donc, qu'est-ce que c'est le candidat que j'ai maquetté là un petit peu comme un paquet de clopes Marlboro? C'est un peu du Jean-Yann en BD, c'est-à-dire qu'au début des années 80, Malo Loire, qui était, comment le qualifier? Pour moi, c'est un anard, plus loin, un anarchiste dans sa manière de penser. Pour moi, il est dans l'esprit de Jean-Yann, c'est-à-dire très irrévérencieux, très méfiant des politiques de tous bords, très méfiant. Enfin, c'est un esprit totalement libre. Et il a inventé ce personnage-là, un épicier qui, en fait, je vais le prendre autrement. Il y a un parti politique qui cherche à mettre en place une sorte d'homme de paille, une créature vide, une marionnette facilement manipulable et qui donnerait aux gens l'illusion qu'il les représente. Donc, ils vont prendre un candidat totalement aléatoire. On est bien avant Love Story et tous ces trucs de télé-réalité où on prend des inconnus et on décrète d'un seul coup que c'est eux des gens importants ou des présidents. Parce qu'on en a Ça aussi. fait un peu comme, comment il s'appelait, En Place.
aussi avec Pascal Zadi, Jean-Pascal Zadi, pardon. Exactement, Macron, hein, n'allons pas beaucoup plus loin, un type qui n'existait dans la tête de personne 6 mois avant, et on a d'un seul coup des sondages qui nous disent que pour tous les Français, c'est le candidat parfait, alors que des mêmes micro-trottoirs dans la rue, vous savez que les gens disaient même pas trop de qui il s'agissait, mais à coup de nombre de couvertures de Nouvelle Obs, on a vu d'un seul coup un type qui nous a été totalement présenté comme le nec plus ultra, la solution à tous nos problèmes. Ça me rappelle, c'est les petites cartes qu'on a dans la boîte aux lettres des fois qui dit je vais résoudre tous tes problèmes d'argent, d'amour en 48 heures chrono, ta femme elle revient plus vite que la redoute. Il y a un petit côté comme ça. Malo-Loire a anticipé ça avec ce personnage-là. Alors on a une machine, une sorte de robot qui va faire élire ce personnage-là, qui est un mélange d'instituts de sondage, et il y a toutes sortes de types avec des cravates derrière des bureaux qui fument des cigares, et c'est hyper drôle. Il a un sens du dialogue vraiment entre Audiard et Jean-Yann. Et donc c'est peut-être ça, la popularité de Malo-Loire le dispute avec une autre série sur le milieu du football, mais moi qui suis pas un énorme connaisseur ni fan du foot, ce qui était le cas de Malo, hein, grand supporter du Stade Rennais et de l'En Avant Guingamp. Et donc le candidat, je trouve, est quasiment une BD qu'on pourrait mettre en avant si un jour il y a une expo sur ceux qui avaient une vision, mais vraiment c'est un peu comme les Simpsons, quand on dit, vous savez, les Simpsons avaient vu Trump président, ils avaient vu une tonne de choses. Bah, en fait, il suffit d'avoir un petit peu d'acuité et de temps en temps, en effet, on tape vraiment dans le mille, et c'est le cas de la lecture au vitriol de la société française par Malo-Loire, et tout particulièrement dans Le Candidat. D'ailleurs, il l'a auto-édité comme quasiment tous ses livres. Il faisait beaucoup de bandes dessinées. Mon chien veut revenir sur mes genoux. Non, elle est repartie. Il a quasiment auto-édité tous ses albums qui étaient en souple. On voit toujours à l'arrière une photo où il est avec Gégé, qu'on voit ici, là, avec les cheveux longs et barbus. T'as peut-être le document. Hein. Tiens, voilà. Ouais, voilà. On voit là, cette espèce de beau gosse là à droite avec le regard perçant d'un cow-boy. À droite, on a Gégé et à gauche, on a Malo-Loire. C'était sur les plateaux de France 3 pour lesquels ils animaient chaque semaine le dessin de la semaine. Petite anecdote là-dessus, chaque fois qu'il faisait un dessin, il était envoyé faxé. Allez, vas-y, reviens là. Mon chien a vu un chat dans la rue, donc ça l'excite, et à chaque fois, elle veut que je lui ouvre elle veille à la fenêtre. C'est de la veille de chien. Et donc, il devait envoyer le dessin à l'évêché pour avoir une autorisation de le passer à l'écran. Donc, on est au début des années 80, et là où on nous en parle beaucoup de laïcité, c'est un grand sujet, hein, mais les derniers exemples de censure religieuse qui tenterait ou qui passerait clairement par-dessus la liberté du service public à la télévision, eh bien, c'est la religion catholique. Donc, petite entaille parenthèse. C'est Gégé lui-même qui aime bien rappeler ça. Et avec Malo-Loire, il se connaissait à la télé sur France 3 Bretagne, puis Antenne 2, dans une émission qui s'appelait À nous deux, toujours avec Patrick Poivre d'Arvor, et c'est lors de ces rencontres et ces discussions-là que l'amitié Malo-Loire, la complicité Malo-Loire-Gégé jusqu'au décès de Malo, hein, ils n'ont jamais cessé de se croiser et de se voir au gré des festivals et des rencontres en bande dessinée, qu'est né le concept de Marrant, qui sera leur unique collaboration. Ce qui est étonnant chez Gégé, parce que les collaborations, on va le voir aussi après, quand il commence, en général, il est très régulier, entre guillemets, il y revient, entre guillemets. Le candidat, donc, qu'on peut noter de Malo-Loire, on parlait de La Vedette, c'était ça le titre de mettant en scène le foot. Et puis il y avait une série, en fait, qui a quand même fait, je crois, 8 tomes, si je ne dis pas de bêtises, qui était Rona. Oui. Alors Rona, c'est très connu en Bretagne parce que, comme on le devine en bas à droite, il y a le logo Ouest France. Ouest France, à la même époque, donc publie un petit peu de bande dessinée. On est fin des années 80. Et Rona est une sorte de Spirou breton. C'est un journaliste, Tintin aussi, Peter Parker aussi, Clark Kent aussi, Foxboy aussi.
parce que c'est pratique un journaliste en fait. Ça permet de justifier qu'on a un personnage qui va sur les théâtres d'opérations, d'un accident, d'un mystère, d'un festival de musique, d'un incendie, et on a un personnage qui n'attire pas trop l'attention, surtout quand il met un costume comme Superman ou Spider-Man. Et dans le cas de Rona, on a en effet, alors c'est un mélange de Rennes et de Bruxelles. Il mélangeait vraiment, on voit des toits avec des antennes de télévision, vraiment, on se croirait un petit peu dans des dessins de Franquin, et on voit tout ce côté mystérieux. Là, on dirait presque l'île Noire de Tintin. Ouais. Quand on voit, vous inversez juste, vous mettez dans l'autre sens, il y a une barque qui vient vers nous, comme dans c'est l'île Noire, et une où il peut être tourné dans l'autre sens, où nous tourner le dos. Donc on est vraiment dans des compositions qui sont en train de réconcilier le style Spirou, Marcinelle, Franquin et les ambiances un peu plus classiques, conservatrices aussi, diront les autres, de la lignée d'Hergé, par les thèmes plus d'aventure et de voyage. Il y a un petit côté Bernard Prince aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense, de la série d'Herman et Greg, avec leurs bateaux, etc. Et les dialogues sont juste, mais hyper drôles, quoi. Moi, vraiment, la principale raison d'attraper un Rona, c'est vraiment les dialogues, les échanges. On a vraiment l'impression de voir des films. Vous savez, vous avez Rochefort avec un costume cravate, ou Marielle ou Bernard Blier, qui rencontre une jeune génération un peu plus années 80, Renaud, ou comme ici dans Rona et le roi du rock, c'est toute la faune des punks dans des festivals d'été qui commençaient tout juste à fleurir un peu partout en Bretagne. Et même Tina Valide, non, ça l'a fait bailler. Et toujours ce personnage de Ninoc qui deviendra de manière, bon voilà, tout le monde n'a pas apprécié, mais il l'a renommé Brigitte les dernières années. Il a fait quelques derniers épisodes de Rona que j'ai colorisé. Au début des années 2000, donc j'ai colorisé le candidat, le canonnier de Vodkagrad, la vedette, et j'étais aussi coloriste, voilà, sur le pays où les ruisseaux sont des fleuves. Ça, c'est moi à la couleur, ouais. Et tout ça est chez Petit Louis. Pour ceux qui s'intéressent à Malo Warn, vous tapez Petit Louis, édition Petit Louis, Malo Warn, vous allez trouver ça assez facilement si vous êtes en manque de Malo Warn. Et donc, terminons, on va dire, cette petite parenthèse sur Malo. Hop, tiens, là. Et pour évoquer en fait une partie entre guillemets qui, je dis beaucoup entre guillemets ce matin, une partie en tout cas où il y a eu un penchant de GG qu'on évoquait, qui était celui où il est scénariste, et pour le coup il l'a été à plusieurs reprises, notamment avant de parler de GG scénariste, on peut aussi parler d'une de ces séries qui a cartonné ces dernières années aux éditions Bambou, c'est les Ripoupons, hein, avec là pour le coup Bellum, voilà. Là en tant que scénariste. Non, dessinateur, c'est GG ça. C'est GG au dessin. Ah bah tu Ouais. vois. Ah mais c'est normal, c'est un caméléon. Je t'ai envoyé pas mal de choses pour préparer un peu cette émission. J'ai scanné des tonnes de choses. On a vraiment de quoi. Alors pour peu que ça s'y prête, on a prévu des suppléments inédits à Maran qui sont pas dans la première édition, des choses qui avaient pu être dans Frilouse, dispersées ici et là. Mais on voit à quel point. Alors la ligne éditoriale qu'on s'est donnée sur Maran, tu me diras si je dis des bêtises, mais c'est de rester dans l'idée du versant parodique de GG. Donc les choses qu'on pourrait ajouter seraient en prolongement de l'esprit marrant. Voilà, il y a ça ici, c'est une parodie de Colombo, où on verra passer des proches. On verra aussi les nuls, parce qu'on est à la fin des années 80. Et ce qui se faisait de top à l'époque en parodie, c'était les As qui faisaient, donc c'est les frères Zucker, Abrams, Zucker, qui faisaient donc les As, c'est-à-dire y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic, Top Secret, un des premiers films avec Val Kilmer, qui est juste vraiment incroyable. Il y avait les Monty Python avec Sacré Graal, mais il y avait aussi des repreneurs français. Et avant les parodies des inconnus, c'est à peu près en même temps, mais c'est un peu avant, il y a cette bande dessinée-là. Et dans la dernière case, on voit même les nuls, les trois nuls de l'époque qui étaient Alain Chabat, Chantal Lobby et Bruno Carrette. Pas encore Dominique Farrugia. Et on voit déjà tout ça dessiné. Donc c'est vraiment un instantané d'une époque.
que moi j'étais entre l'enfant et la préadolescence, donc je commençais tout juste un petit peu. Il y a des parodies de droits de réponse, donc on voit Michel Pollack, Alice Sapritch, c'est vraiment toute une époque. Et là, on voit le talent du GG caricaturiste, qui a toujours fréquenté Jean Mulatier, qui faisait des grandes couves pour Pilote, etc. Donc ça a toujours été un grand amoureux de la caricature, du portrait. Ah bah voilà, tu l'as. La dernière case, vous voyez, on voit Chantal Lobby, Chabat et Carrette. Donc c'est tout ça en fait. GG. Donc il y a une espèce d'enquête foireuse de Colombo qui me rappelle un sketch récent du Palmacho qui reprenait comment s'appelle-t-elle, HPI, qui faisait une parodie d'HPI avec Florence Foresti. Voilà, c'est une tradition qui est pas neuve et GG en était un des unsung heroes, comme on dit en anglais, des héros qu'on a oublié de chanter les louanges. Et pourtant il était là. Mais c'est un type qui s'est tellement occupé aussi de faire émerger un festival, d'être dans des collectifs. Des fois, une idée pouvait devenir une chanson, un poème, une illustration ou une bande dessinée ou un scénario. C'est avant tout quelqu'un qui a des idées et qui adore partager ses idées et collaborer. Et en ça, c'est quelqu'un de très fidèle dans ses relations avec les autres. Donc, c'est une sorte de portrait idéal qu'on peut se faire du collègue de bande dessinée ou de l'auteur de bande dessinée, quoi. Et puis il y a une chose qui est assez notable, hein, quand on compare Monsieur Tendre, que vous avez déjà pu découvrir, dans Marrant en tout cas, c'est que son style d'ancrage est complètement différent et l'aspect caméléon qu'évoque Laurent, il est omniprésent. C'est vrai qu'entre ses inspirations Fournier-Franquin des débuts, là il va vers un ancrage qui est quand même extrêmement méticuleux, poussé. Tiens, j'essaye de vous montrer une planche hop, en zoomé, mais alors je vais essayer de refaire ça, attendez, pour vous montrer le niveau du coup de crayon de GG qui est quand même vraiment incroyable. Tiens, regardez, je ne sais pas si ça paraîtra comme flouté ou pas. Ouais, tu peux zoomer encore, hein. C'est un JPEG peut-être que tu as là. Non. Non, 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 non. c'est la HD. Ouais, tu peux zoomer à mort. On voit bien hein, les détails. Pour moi, un bon dessin, et on l'a vu encore à Quai des Bulles, il y avait une expo d'idées noires de Franquin, c'est de prendre un tout petit élément du dessin et de le zoomer, et ça marche aussi bien en très grand. Il y a des dessins, que ce soit du Hugo Pratt, du Franquin. Alors là, je ferais rougir GG s'il entendait dire ça. Il dirait t'es gonflé de me comparer, de mettre mon nom à côté de cela, parce qu'on n'est quand même pas. Mais moi, je trouve qu'on est quand même dans de. Il y a une vraie maîtrise des plans, des aplats. Dans ces crayonnés, il commence par poser des masses de noir. Donc équilibrer les masses de noir avec le blanc qui fait que la circulation de l'œil, avant même de s'attaquer réellement aux gestuels des personnages et puis en dernier lieu sur l'ancrage terminé précis, il y a une science de la circulation des noirs et des blancs qui font que l'œil circule facilement d'une case à l'autre, tout comme le texte qui est lettré à la main, ce qui contribue à donner un texte vivant. Moi, j'envisage de revenir un peu à ça aussi à Foxboy, parce que c'est un travail de titan en fait. À l'époque, il n'y avait pas les typos et aujourd'hui, on en est un peu prisonnier, mais regardez à quel point les variations de texte apportent l'intonation. Je suis très sensible à ça, de voir à quel point souvent les bandes dessinées ont l'air d'être prononcées par des voix de robots sur des tons monocordes, car toutes les lettres sont de la même taille. Regardez ici comment ça gueule, ça se chevauche, ça parle, on les entend parler en tous sens. J'entends presque la voix de Pierre Tornade qui fait Obélix là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup perdu dans la bande dessinée, ou qui peut être un peu gardé dans la BD d'humour. Mais même dans la BD de super-héros, etc., on a ce côté que les lettreurs, dont c'est pourtant le métier, ont vraiment perdu, sans doute au profit d'une certaine efficacité, mais au détriment pour moi de la qualité. La BD, c'est vraiment la rencontre de ce que le texte, le son apporte, avec le mariage avec le dessin. Et là, regardez que ce soit les résultats du vote sur la tablette gravée où ils font des essais de démocratie
et plus ils essaient d'aller à quelque chose de la démocratie, évidemment, plus ils se font entuber à la fin, comme à chaque fois. Et là, on voit bien l'apport de Malo-Louarn mélangé avec l'esprit plus, sans doute plus joyeux et optimiste de GG va donner ce résultat de Rahan, quoi. De Rahan. Voilà, ça y est, j'ai refait le lapsus. De Maran. De marrant. Donc, Parce que si Maran n'était qu'une parodie de Rahan, ce serait quand même vraiment limité. Maran, c'est vraiment la parodie du peuple français en général dans ce qu'il a d'éternellement un peu râleur. Parce qu'on parle beaucoup de la France éternelle et rarement par des gens très ouverts d'esprit, très tolérants. Quand on parle de France éternelle ici, c'est plutôt de dire ce qui nous réunit, c'est-à-dire une dose de mauvaise foi, un peu de bêtise et surtout de l'autodérision. On a besoin de rire de soi-même et on est dans une époque où on est beaucoup à nous prendre très au sérieux, trop au sérieux, et il y a besoin de cette distance-là. Regardez, j'ai aussi une planche originale de Malo-Louarn là que j'avais posée de côté, qui m'a offert quand j'ai travaillé sur le candidat. Et voilà, on a ce même soin du lettrage. Regardez les lettres, comment on sait, même en étant très loin, il n'y a pas besoin de mettre en gros plan. On voit qui parle, qui susurre en petit, on voit les bruits de fond, on voit de l'agitation. Et évidemment que ça se marie à merveille avec ils étaient tous fans du Derzo Goscinny. Enfin, vraiment, ils ont tous biberonné. Malo-Louarn était très fan de Greg. Il était d'une grande admiration pour le scénariste Greg, comme Cortegiani, comme Herman. Je parlais de Bernard Prince, donc c'est pas étonnant que ces figures peut-être un peu oubliées ou méconnues des plus jeunes générations, mais vraiment c'est à l'aune de ces grands scénaristes qui sont les équivalents des Gérard Houry, enfin, voilà, la Grande Vadrouille, le Cornio, Rabbi Jacob, restaient dans l'esprit populaire de la France qui regardait Michel Drucker le samedi soir à la télé. C'était des grands modèles de mécanique, de l'humour. Et Maran n'est pas qu'une simple parodie de Rahan, c'est tout cet esprit-là qui est appliqué, que ce soit autour de Colombo ou Rahan, mais c'est vraiment cette mécanique de l'humour qui est remarquable. Et puis, il y avait d'autres choses, en tout cas, comme c'était quoi ça? C'était l'abbé des. La baie des trépassés. C'est une petite histoire en six planches. On va regarder, on voit une espèce on voit Georges Marchais, la tête de Georges Marchais sur la cheminée de la dernière case, mis comme un trophée de safari. Juste au-dessus de la cheminée, si vous suivez du regard le conduit de cheminée en montant à la case au-dessus, c'est Giscard d'Estaing qui se fait prendre le pouls par une sorte d'infirmier vampire. La première case, c'est Léon Zitrone. Là, on est dans un dessin de caricature qui rappelle, enfin moi qui me rappelle Jean Solé. Donc on est quelque chose d'un peu presque psychédélique. Il y a un petit côté un peu psyché. C'est vraiment bon voilà. Ça aussi c'est GG. Ça aussi c'est potentiellement dans les suppléments. Dès qu'on a dépassé les 100%, ce qui devrait pas trop tarder, j'espère. Vraiment là, parce qu'il reste du temps de la campagne, on va pouvoir penser à mettre, à rajouter des choses, à mettre des suppléments, toute cette veine parodique, pastiche de GG des années 80. Pour moi, c'est l'esprit de l'adolescent qui rigole de tout, qui respecte rien, l'autorité, on rigole avec et graphiquement, c'est aussi un voyage, quoi. C'est tout sauf un auteur linéaire, GG. J'ai dû t'envoyer d'autres choses où on a un style presque réaliste et son plaisir c'est de passer d'un mode à l'autre. Voilà, les gens des fois s'étonnent quand ça m'arrive qu'on me dise que c'est étonnant de me voir changer de style et de dessin, mais ça me paraît tellement naturel. Si tu joues de la guitare, des fois tu vas faire du Brassens, du Guns N' Roses, du accompagné j'en sais rien, Pascal Obispo, tu sais jouer de la guitare, donc tu vas trouver le moyen de trouver quelle est la meilleure utilisation d'un instrument. Et chez GG, on sent aussi ce truc que le dessin n'est pas une fin en soi, c'est un instrument pour s'adresser à un public, pour faire rire, pour émerveiller, pour ricaner, pour être tendre, pour être des fois sensibilisé. Comme ici, là, on le voit. C'est une photo qui date de 2013 où il a dans les mains le dossier de presse des Souliers Rouges, qui est la rencontre d'un jeune garçon pendant la France occupée en 44 avec un Russe blanc. Et donc, c'est sous occupation. Et les Souliers Rouges, c'est une histoire très importante dans le parcours de GG. Le dessin est de Damien Cuvillier, encore un jeune qui a depuis fait un
vraiment grand bout de chemin, Damien Cuvillier, mais sa première rencontre professionnelle, c'est avec GG. Ils ont d'abord fait les sauveteurs en mer, le monde de la mer avec GG, qui est ici représenté sur la couverture en vieux capitaine à pipe et moustache blanche, sur un dessin de Damien Cuvillier qui s'y est pas trompé en poussant la porte de GG tout jeune, je crois qu'il avait une toute petite vingtaine d'années, il a pris le train tout seul depuis Amiens, il avait peut-être même 17-18 ans, je crois qu'il était vraiment tout jeune, Damien Cuvillier, et il avait fait, pour la campagne de Monsieur Tendre, vous l'avez peut-être eu, un ex-libris en hommage à GG et Monsieur Tendre, voilà. GG, c'est un auteur qui déclenche ça. Et donc on parlait de GG en tant que scénariste, voilà, donc les sauveteurs en mer avec Damien. Au profit de la CNS, je précise, au profit de la SNSM, donc Société Nationale des Sauveteurs en Mer. C'est quelqu'un qui aime la marine, GG. C'est un grand pêcheur, c'est un solitaire. Il a eu longtemps sa maison dans le golfe du Morbihan et son bateau. Dans Frilouse, on voit dans un épisode où il y avait la mini transat où les auteurs de BD pouvaient même acheter ensemble un album qui était, on voit toute la bande là, il y a GG, Bellhomme, Charlie, Yêtre, Lucien Rollin, Goutal, voilà, et GG, il est où là-dedans? C'est le barbu, hop là, ici, là. Il y avait la transat Frilouse, donc vraiment, on voit ça doit être Jean-Luc Yêtre qu'on voit en bas. On voit toute cette bande de copains, voilà, ils sont tous là en train de lire des bandes dessinées, des Frilouse à l'intérieur de. C'est pas la peine de le mettre en grand, Mickaël. Mais on voit toute cette bande de copains. Donc l'univers de la marine, c'est toujours des gens qui ont amené dans la BD les richesses qu'ils prenaient ailleurs, que ce soit au bistrot, au comptoir, en côtoyant les gens, ou c'est des générations d'auteurs qui ramenaient de la vie de ce qu'ils voyaient, de la société autour d'eux et qui l'injectaient dans la bande dessinée. Aujourd'hui, je trouve qu'on est aussi passé, c'est mon ressenti, par une période où les auteurs, l'autofiction, allaient souvent parler d'eux-mêmes, de leur vie d'auteur de BD. Je pense qu'à l'époque, ça leur venait pas à l'idée de se dire que ça pouvait intéresser des gens, de se raconter eux-mêmes. Il y avait, à mon avis, ce qui est aussi une marque d'humilité. Évidemment, les histoires de Boulet, de Trondheim peuvent intéresser plein de gens, c'est certain. Mais j'ai une préférence pour ceux qui vont jeter un œil sur le monde pour le raconter dans leurs histoires et pas l'inverse, en fait, de ramener le monde extérieur à venir lire un petit peu leur nombril, quoi. Ça peut être intéressant des fois, c'est parfois fait avec génie et je renvoie à Como Mindio, qui est une BD qui m'a le plus touché ces 10 dernières années. C'est pas parce que tu en es l'éditeur, mais parce que tu vas avoir l'interdiction d'en parler. on va m'interdire de parler Como Mindio. Moi, je me ferai l'éternel promoteur de Jim Terry et de Como Mindio. Mais revenons à GG. Les souliers rouges. Voilà, regardez cette couverture incroyable. On voit les deux héros à l'arrière, au-dessus de la trappe du grenier dans laquelle un Allemand est en train de passer une tête, ce jeune homme et ce Russe blanc à l'arrière. Et ces dessins, pour moi, c'est un héritier de François Bouc aussi, dans le dessin de Damien Cuvillier. Il y a un réalisme, il y a une maîtrise de la couleur directe en aquarelle. J'ai le bonheur d'avoir aussi un original offert par Damien. Donc voilà, et ça c'est le talent de GG, de déceler quelque chose chez quelqu'un où les éditeurs n'ont pas encore vu le diamant brut qu'il y a parfois, ou tout du moins la pierre précieuse. Et tiens, je voulais en profiter juste pour faire le lien en montrant notamment cette illustration-là qu'avait réalisé Damien spécialement pour la campagne. Voilà, on voit cette petite canne à pêche là. Je sais pas si elle passe bien à l'écran, mais c'est Monsieur Tendre qui pêche la lune. Et on pense à Sampé, on pense à Mordillo, on pense. Et le résultat, il est unique parce que on pense à Chaplin. Ouais, c'est superbe. Et il en avait fait 2, je crois, 2 illustrations. Ouais, je suis en train de. C'est pour ça que je quitte l'écran, c'est pour vous montrer l'autre. Hop, dès que je peux. Et voir. Et là aussi, extrêmement belle. Je trouve qu'il a parfaitement retranscrit le côté poétique de la série de GG, Damien. Avec de fort belles couleurs. Ouais, ce Tendre écrit dans les arbres me renvoie à un dessin qui est dans Monsieur Tendre. Ce dessin, voilà, merci, tu l'as mis en gros plan. Si on voit il y a rêverie décrit dans
dans la le partie basse. sillage du petit Monsieur Tand, on peut juste croire des petits zigouigouis, vous savez, des ressorts comme faisait Hergé au-dessus de ces personnages ivres pour montrer qu'ils étaient ivres. Il dessinait un petit ressort au-dessus de la tête et comme ça, sans trop y regarder vite, on pourrait croire à un de ces codes juste pour montrer qu'un personnage se promène, mais c'est écrit rêverie. Et le petit garçon qu'on voit avec ses yeux, ce regard si pénétrant, c'est Alexandre Cousseau, fils de Gégé, et qui est aujourd'hui auteur de littérature jeunesse. Et pourquoi je montre ce dessin-là, c'est que Alexandre Cousseau, enfant, se souvient très bien des réunions de Malo et de son papa Trop pendant qu'il marrant. faisait Marrant. Et donc Alexandre, on le retrouvera en préface de Marrant, parce que vraiment Gégé a beaucoup travaillé, et notamment avec son fils, pour préparer une préface qui est aussi une occasion de dire au revoir à son copain complice, de lui rendre hommage et de le rappeler à ceux qui ne le connaîtraient, ceux qui le connaissaient pas, quoi. Et en tout cas, voilà, donc ça effectivement, c'est ce que j'allais dire, le fils de Gégé, donc participe à la préface, effectivement, qui sera là inédite, hein, forcément. Et puis, avec tout le contenu qu'on va essayer de mettre en place. Il y a aussi un dernier album qui est sorti en début d'année, je sais, qui tient énormément à cœur à Gégé, et a raison, parce que c'est un très très bel album qui est sorti chez Grand Angle Bambou, quoi, qui s'appelle Soa, Le silence de mes cris, qui est dessiné par un jeune dessinateur marocain qui s'appelle Shinja. C'est un très très bel album voilà, que Gégé a écrit pour ce dessinateur. Je vais essayer de vous trouver des planches dedans pour vous montrer le soin qui a été Et, apporté à ça. Et plus qu'écrire, c'est important de le dire. Alors Swazig, c'est Swazig, hein, c'est donc prénom breton. Euh, Et oui, effectivement, il n'a pas moi, fait que ça. j'ai vu comment il travaille. C'est le premier album de Shinja. Euh, je sais pas comment tu prononces son nom. Shinja. Shinja. J'espère qu'on prononce bien. Parce que vraiment c'était déjà un dessinateur, mais la bande dessinée n'est pas une suite d'illustrations qu'on pose les unes à côté des autres, c'est une narration. Donc il faut un sens de lecture, il faut un dialogue des images entre elles. Voilà, je vais pas vous la refaire, mais c'est quelque chose qui est vraiment complètement dans l'ADN de GG. Et le travail de croquis, de dessin, de retravail, je crois qu'il est vraiment, et ce jeune auteur a dû beaucoup retravailler et retravailler avec GG. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. GG n'est pas un tortionnaire dans les gens avec qui il travaille, sauf que c'est quelqu'un de très exigeant. Et je pense que je m'avance pas trop en disant que Shinja a fait des bonds de géant en narration, parce que réellement GG est extrêmement exigeant, et pour qui veut bien prendre le temps d'échanger avec lui. Si vous le rencontrez, parlez-lui des pages de garde des albums de Spirou. Celui où on voit le château de Champignac. Et il peut vous faire, parce qu'il l'a déjà fait, une conférence entière sur la construction, le dessin, les intentions, ce qu'il faut lire, comprendre, suggérer et déduire d'un simple dessin de page de garde. Et pour moi, c'est un TEDx, quoi. Tu mets GG, tu lui donnes 10 minutes avec le dessin derrière, et c'est applaudissements à la fin, quoi. C'est genre, tu lâches le mic, quoi. Et, euh, et cet album-là avec Shinja, ouais, voilà, très important. Bah, je te laisse parler de l'histoire. Bah, écoute, pour le coup, je vais mal t'en parler, hein, puisque moi, j'ai juste en tout cas eu l'occasion de le feuilleter et pas encore de le lire. Il Et fait je crois partie que de ta ma femme longue l'a queue. adoré. Ouais, Madame Jérôme, Ah, c'est ouais. ce que je peux dire, c'est que Karine lit très peu de bandes dessinées, pour être honnête. Et un dimanche matin plus exactement, il était posé sur la table avant qu'il arrive on va dire, sur l'étagère des bouquins à lire. Et elle a commencé en prenant le petit déjeuner. Bah, écoute, le bouquin a été fini avant qu'elle ait terminé son café, ce qui n'est pas normal. Et le truc a été de dire, faut que tu dises à GG que le bouquin est génial. Ouais, et donc le café était froid, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les gens concluent que ça se lit à la vitesse où on prend un Ah non, non, café. le Ouais. café était froid, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, non, Alors GG, bon, bah, pour des raisons de santé, n'a pas pu faire la promo l'an dernier, enfin ouais. 2020. Ouais. Et ce qui l'a beaucoup chagriné, parce qu'il s'est énormément impliqué là-dessus, sur cet album. Ça durait des années dans le making of, enfin vraiment plusieurs années. Mais Ouais.
il a été mis en coup de cœur et vraiment très très remarqué. Je me demande s'il n'a pas eu des prix cet album-là, mais vraiment beaucoup de libraires n'ont pas raté ce livre. Donc il a été vu, il a été lu, et c'est un très beau portrait de femme. Moi, inutile d'en dire plus. On a déjà pris beaucoup de temps, mais chacun peut aller regarder Soa, Le silence de mes cris par Gérard Cousseau. Donc c'est bien GG, et Shinja au dessin, chez Grand Angle. Hop. Et ben on en arrive finalement à la dernière actualité qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois, mais on n'a pas besoin de leur dire. On va juste terminer éventuellement la séquence en parlant du fait que Maran est toujours sur Ulule jusqu'à début d'année, début janvier. N'hésitez pas à aller découvrir la campagne. Hop, on a remis le lien. D'ailleurs, est-ce que je peux l'afficher? Yes. Il est là, le lien sur Ulule, histoire de pouvoir découvrir l'album, le réserver, le précommander, et nous aider finalement à rajouter plein de choses dedans. Ça, c'est un peu notre marotte, mais j'ai toujours tendance à dire, tant qu'il y a de la place, on rajoute des choses, et autant se faire plaisir, effectivement, avec toutes les belles choses que GG a produit durant de longues années, notamment dans le cadre de Maran, pour son côté parodique, fortement prononcé. Il y a de la matière, comme dirait Laurent, pour en faire un très, très bel album. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite heure 20, finalement, c'est un peu plus long, vous aura intéressé, vous aura convaincu d'aller faire un saut sur la campagne. Mais en tout cas, voilà, rapide retour de la longue carrière de GG. Puis écoutez, en tout cas, je te remercie, Laurent, d'avoir pris ce temps avec moi pour évoquer tout ça. Avec plaisir, hein, c'est un plaisir de bosser dessus. C'est aussi une leçon, hein, parce que c'est pas juste scanner, nettoyer des pages. C'est qu'en regardant de près le boulot, on comprend plein de choses en fait. Et voilà, GG est un grand artisan de la BD, ça c'est clair. Écoutez, merci à tous en tout cas, et on vous dit à très 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 bientôt pour. Ah tiens, allez, on peut reprendre 2-3 petites secondes parce qu'on a un petit commentaire hyper sympa qui vient de nous apparaître. Hop, comme quoi The2XR, voilà, a participé sans connaître vraiment GG, et il est ravi d'assister au live, au livre, en tout cas autour de la campagne, c'est cool. Tu vas pas le regretter, vous n'allez pas le regretter, pardon, je vous voyais. donc voilà, écoute, en tout cas, on vous dit à très bientôt, en tout cas pour un nouvel hebdo, la semaine prochaine normalement, si tout va bien, et bye, ciao.